En voyant l'émotion sur le visage de Lewis Hamilton quand il reçoit le casque de son héros d'enfance, difficile de trouver une personne qui symbolise mieux le mot idole qu'Ayrton Senna. C'est vrai qu'il était spécial ce pilote, l'un des plus charismatiques et légendaires ayant jamais conduit une Formule 1. Un virtuose au caractère bien trempé qui a marqué l'histoire par son coup de volant durant les 10 années haletantes qu'il a fait vivre au monde de la Formule 1. Né en 1960 dans une famille brésilienne assez aisée, il se dirige rapidement vers les sports mécaniques. Lorsqu'il grandit, le Brésil a déjà Emerson Fittipaldi, double champion du monde en 74 et 72. Et bientôt, il aura le charismatique Nelson Piquet, triple champion du monde en 81, 83 et 87. Ayrton, lui, fait ses gammes en Italie, dans des compétitions de karting. Cette catégorie restera son premier amour, celui qu'il qualifie de course pure, par opposition au monde parfois trop politique de la F1. Ayrton part ensuite pour l'Angleterre, tester la monoplace, et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela lui réussit. En 81 et 82, il est champion de Formule Ford et accède à la Formule 3 en 1983, compétition qu'il remporte directement. Ce parcours couronné de succès chez les jeunes montre qu'il est au-dessus du lot et lui ouvre les portes de l'élite. Place maintenant à l'histoire de Magic Senna. En 1984, c'est le grand moment pour Ayrton. Le voilà en Formule 1. Il signe chez Toleman, équipe du bas de tableau qui a terminé 9ème en 83. Sa voiture est loin du niveau des meilleurs, mais lui, il fait sensation. Sur 14 Grands Prix, il se qualifie 6 fois dans le top 10 quand ses coéquipiers Johansen et Cecotto n'y arriveront jamais. Preuve qu'Ayrton a quelque chose en plus et il ne va pas mettre longtemps à le prouver. Pour son deuxième Grand Prix, il part 13ème en Afrique du Sud, mais parvient à finir 6ème au volant de sa pauvre Toleman. À l'époque, seuls les 6 premiers marquaient les points et c'était l'âge d'or des écuries dominantes. Cette performance est donc particulièrement remarquable. Au Grand Prix suivant, en Belgique, Ayrton part 19ème, mais le résultat est le même, une splendide 6ème place. Mais son premier véritable fait d'armes viendra au 6ème Grand Prix de la saison à Monaco. Monaco sera l'un des royaumes d'Ayrton Senna, et ce dès sa première apparition. La saison 84 est celle de la McLaren d'Alain Prost et de Niki Lauda qui se disputent le titre. Prost a remporté 2 des 6 premiers Grands Prix, mais ce week-end-là, à Monaco, il va vivre le premier épisode d'une série qui va marquer sa vie. En effet, ce week-end est pluvieux, mais Senna impressionne. Parti 13ème, il se montre à l'aise sous la pluie alors que tout le monde se bat pour rester en piste. Il remontera 2ème jusqu'à talonner Prost qui pense avoir course gagnée avec ses 40 secondes d'avance. Oui, mais Ayrton aligne des tours plus incroyables les uns que les autres dans des conditions de plus en plus difficiles. On ne voyait que lui en piste. Il remonte à une vitesse folle sur un Prost qui demande l'arrêt de la course à cause de la pluie. Prost obtient gain de cause alors qu'il reste encore 40 tours et que Senna n'est plus qu'à 7 petites secondes. Ayrton a repris 33 secondes en 12 tours, soit quasiment 2 secondes et demie par tour, et ce sous la pluie sur le circuit le plus exigeant du monde avec une voiture moins bonne. L'histoire ne s'arrête pas là puisque lorsque le drapeau rouge est brandi, Prost ralentit pour se garer près de l'officiel, mais Senna déboule et passe la ligne en trombe. Il l'a franchi en premier, mais cela ne comptera pas. Senna pense avoir gagné et remercie la foule pendant son tour de décélération. Finalement, et de manière assez logique, la victoire revient à Prost, mais la controverse existe. Ce week-end est considéré comme la révélation de Senna. Il a impressionné tout le monde et les images du podium montrent le malaise, ce n'est pas le meilleur qui a gagné la course. Senna remontera 2 fois sur le podium cette saison-là, en Grande-Bretagne et au Portugal. Il termine 9ème du général et ses 13 points inscrits représentent la moitié de tout ce que marquera l'équipe Toleman dans toute son histoire. L'écurie vivra d'ailleurs sa dernière saison en 85, ne marquant aucun point et disparaissant à jamais de la Formule 1. Fort de cette première saison, Senna arrive chez Lotus, une écurie bien plus reconnue qui a terminé 3ème de la saison 84. Et encore une fois, le jeune Brésilien ne va pas mettre longtemps avant de s'illustrer, juste 2 courses. Au Portugal, il signe sa première pole et sa première victoire sous la pluie qui pleusait. Il signe encore la pole position aux 2 Grands Prix suivants et portera son total de pole à 7 en fin de saison. Ce n'est pas la dernière fois que vous allez entendre le mot pole position associé à Ayrton Senna. Il en était le spécialiste et on peut même penser qu'il est le meilleur de tous les temps dans cet exercice. Sur un tour, il est impressionnant à voir, d'autant qu'il faut rappeler que les F1 de l'époque sont diablement compliqués à conduire. Les vitesses se passent encore manuellement, ce qui implique de devoir tenir le volant à une seule main pendant une bonne partie du tour et parfois dans des courbes à haute vitesse, ce qui représente un effort physique énorme. De plus, la boîte est très sensible et se tromper de rapport est très facile. Enfin, les 3 pédales sont extrêmement resserrées, à tel point qu'on peut appuyer sur les 3 en même temps avec un seul pied. Imaginez donc la précision nécessaire à chaque réaccélération par exemple. Conduire une F1 était donc un art qu'Ayrton maîtrisait à la perfection. Sa vitesse pure est à elle seule une des choses les plus impressionnantes et les plus mythiques de toute l'histoire de la Formule 1.
Après un passage plus compliqué, la deuxième partie de la saison 85 est une réussite. 5 podiums dont sa deuxième victoire en Belgique. Senna finit 4ème d'un championnat du monde largement remporté par Alain Prost. Sa deuxième saison chez Lotus est presque similaire, 8 pôles, 8 podiums, 2 victoires et 4ème d'un général encore remporté par Prost. Ayrton ne sortira du top 5 que 2 fois en qualification sur l'ensemble de la saison. Et face aux monstrueuses Williams du duo Mansell-Piquet et aux McLaren de Prost et Keke Rosberg, Senna avait fort à faire. La saison se termine en apothéose en Australie à Adélaïde pour ce qu'Eurosport a nommé comme le plus beau Grand Prix de l'histoire. Senna n'a plus jouer le titre depuis la course précédente, mais Piquet, Prost et Mansell se livrent une bataille incroyable et cette photo restera dans l'histoire. Ce Grand Prix pourrait mériter un épisode à lui seul, mais ce qu'il faut retenir c'est que Prost finit champion et que Senna s'invite parmi les plus grands. Passé pas loin lors de la saison précédente, Senna démarre sa 4ème saison avec beaucoup d'ambition sur une Lotus à la livrée renouvelée. Les forces en présence sont toujours les mêmes, mais cette saison va réserver pas mal de surprises. En effet, la McLaren de Prost est moins bonne que prévu et le titre va se jouer entre les Williams. Senna est le seul qui parvient à les titiller, mais ça ne suffira pas. La Williams 87 est au-dessus du lot et s'il ne fallait qu'un seul exemple pour le prouver, c'est que Senna ne parvient à réaliser qu'une seule pole position. Au final, ce sont tout de même 2 victoires et 8 podiums en 16 courses pour une 3ème place au général, pas si loin des 2 favoris et du champion du monde brésilien Nelson Piquet. Durant ces 3 années chez Lotus, Senna a prouvé qu'il devait faire partie des meilleurs en surclassant ses coéquipiers et en marquant les esprits à de nombreuses reprises. Mais pour grandir encore, il lui faut une meilleure voiture. Aidé par le soutien d'Alain Prost, Ayrton rejoint donc McLaren. Les années qui vont suivre sont légendaires et vont façonner une rivalité incroyable. L'année 1988 commence par un changement de règlement dans l'attribution des points. En effet, sur les 16 courses de la saison, seuls les 11 meilleurs résultats seront retenus, un changement qui va avoir son importance. Pour Senna, l'arrivée chez McLaren se passe très bien. La MP44 surdomine le championnat et il s'en sert à la perfection, 13 pôles en 16 Grands Prix dont 6 consécutives pour commencer la saison. Pas mal. Après 2 Grands Prix, Prost et lui comptent chacun une victoire, mais une catastrophe arrive à Monaco. Le Brésilien est littéralement dans un état second tout le week-end. En qualification, il signe un tour mythique décrochant la pole avec 1 seconde et 4 dixièmes d'avance sur Prost. La course n'est qu'une formalité, il n'y a pas photo, on dirait qu'Ayrton est habité, il manie sa monoplace entre les rails avec une justesse jamais vue. Selon ses propres mots, il ne conduisait plus consciemment, mais il était possédé par un instinct, il était dans une autre dimension. Après 50 tours, il a 50 secondes d'avance sur Prost et tout le monde est estomaqué de ce qu'il est en train de réaliser. Mais, souhaitant éviter toute prise de risque inutile ou casse mécanique, McLaren lui demande de ralentir. Grave erreur. Cela fait sortir Senna de son état de grâce et au 66e tour, c'est le drame. La faute bête, inexplicable, Ayrton s'écrase contre une barrière au portier. Ce week-end-là, il avait touché la perfection comme jamais cela n'a été fait en Formule 1, mais ne marque aucun point. Après 7 manches, Prost est en tête du championnat, mais Senna va mettre le coup de massue en enchaînant 4 victoires. Angleterre, Allemagne, Hongrie et Belgique. Un avantage conséquent. Malgré les victoires de Prost au Portugal et en Espagne, Ayrton peut être sacré au Japon lors de l'avant-dernière course. Qualifié en pole position, et oui encore, rien ne semble pouvoir priver Ayrton du Graal. Ah, bah si en fait. Le Brésilien cale sur la grille, mais par la suite, il va prouver qu'il est intouchable. Tombé 8ème, il entame une remontée fantastique. Patrese, Nannini, Boutsen, Alboreto, Capelli, Berger, personne ne lui résiste. Prost tient la tête, mais dans le 28e tour, Senna est déjà revenu à sa hauteur. Alors qu'il se met à pleuvoir, le Brésilien passe et la suite ne sera qu'une formalité. Senna couvre les 24 tours restants sans embûche et décroche le titre suprême, la couronne mondiale, au terme d'une énième démonstration. Le prophète brésilien est entré dans la cour des grands. Entre lui et Prost, l'année s'est très bien passée. Les deux se sont aidés et ont appris l'un de l'autre. McLaren a raflé 15 des 16 Grands Prix et Prost a accepté le titre d'Ayrton avec bonheur, même si, sans le nouveau règlement sur les points, c'est lui qui aurait été champion. La saison 89, elle, sera beaucoup plus explosive.
Pour cette saison, les commissaires décident de revenir au système de points initial afin d'éviter une controverse comme celle de la saison passée. Sur la piste, les données sont quasiment les mêmes puisque la McLaren est toujours dominante même si elle ne gagnera que 10 des 16 Grands Prix. Du côté des pôles, Ayrton en signera encore 13, soit 81%, le deuxième meilleur ratio sur une saison de l'histoire. Mais très vite, une guerre va éclater chez McLaren. Au Grand Prix d'Imola, Prost et Senna s'attaquent frontalement et rompent un pacte de non-agression. Par la suite, l'ambiance se dégrade très rapidement, chacun travaille de son côté, deux véritables clans se créent. D'un côté, on a Senna, le fougueux qui séduit avec sa pointe de vitesse et son aura. Le Brésilien a notamment l'appui du clan Honda. De l'autre côté, on a Prost qui opte plutôt pour calme, pragmatisme, réflexion et qui bénéficie de son ancienneté chez McLaren. On ne l'appelait pas le professeur pour rien. Prost savait abandonner une victoire au profit d'une deuxième ou une troisième place lui assurant de gros points, mais pas Senna. Le Brésilien préférait donner tout ce qu'il avait pour gagner, parfois au péril de sa machine et en dépit de la raison, quitte à tout perdre et à abandonner. S'il ne fallait qu'un exemple, lors des 8 premiers Grands Prix de la saison 89, il signe 3 victoires et abandonne les 5 autres courses. On peut pas faire plus caricatural, Ayrton. Au final, c'est bien Prost qui se présente sur l'avant-dernière manche japonaise avec 16 points d'avance. Le Français peut être sacré et prévient son coéquipier et adversaire qu'il ne tente pas de le dépasser ou il s'exposera à de graves dangers. Parti en pôle, Ayrton rate son départ et Prost le passe. Le Français garde solidement la tête mais Senna le rattrape. Il doit le passer pour conserver ses chances de sacre. Au 46e tour, Ayrton décide de placer son attaque. Au bout de la ligne droite du 130 r, il se décane à la chicane et se présente à l'intérieur. Il arrive de loin, Prost défend sa peau, les deux hommes s'accrochent. C'était prévisible. Et Prost est champion du monde s'ils ne réussissent pas à repartir. La situation est inédite mais paraissait inévitable au vu de la grande tension qui s'était accumulée. Vu que les deux abandonnent, Prost est champion du monde. Mais alors que le Français est totalement arrêté et a rompu sa suspension lors du contact, le Brésilien fait de grands signes au steward, il veut repartir. Et miracle, à force de persévérance, sa McLaren redémarre et il repart en trombe par l'échappatoire de la chicane. À 7 tours de l'arrivée, Senna est toujours en tête mais il doit repasser par les stands pour réparer les dégâts, le temps pour Alessandro Nannini de reprendre la première place. Pas longtemps, 2 tours exactement, à 3 boucles de l'arrivée, le Brésilien reprend son bien et paraît totalement survolté. Alors qu'Ayrton franchit la ligne en furie, Prost paraît désabusé et fonce vers la tour des commissaires pour porter réclamation. Senna célèbre tandis que Prost tente de le faire disqualifier, la scène est surréaliste. Aux yeux du monde entier, les deux monstres sacrés de la F1 iront s'expliquer à la table des décisionnaires les plus influents de leur propre discipline. Après de longues discussions, la décision est rendue, Senna est disqualifié, Prost est donc champion du monde. Un soulagement pour le Français, un déchirement pour Ayrton. Si de nos jours Senna aurait bien été disqualifié, c'est parce que les stewards ont touché sa voiture, ce qui est formellement interdit. Mais les commissaires de l'époque l'ont disqualifié car il avait coupé la chicane. Une aberration. En 89, les pilotes devaient absolument respecter la distance totale de course. En coupant la chicane, Senna n'a donc pas couru la totalité des kilomètres imposés. Aujourd'hui, cela n'existe plus, heureusement, et un pilote qui rate son virage peut passer par un échappatoire pour revenir sur la piste. Qu'auraient voulu les commissaires? Qu'Ayrton tente un demi-tour en pleine piste? Tout ça pour éviter de perdre 30 mètres sur les 300 km que compte la course? À quoi servait alors l'échappatoire? En plus, Ayrton venait de perdre une belle minute. Mais en même temps, quand on sait que le président de l'époque était Jean-Marie Balestre, on peut comprendre cette décision. No problem. Ayrton, no problem. Whatever is the decision, it's the right decision, Jean-Marie. You must understand. The best decision is my decision. Chez McLaren, on choisit de défendre Senna. Aux motoristes japonais d'Honda viennent s'ajouter une belle partie de la presse et des fans, ainsi que le patron de McLaren, Ron Dennis. C'en est trop pour Prost, souvent injustement taclé et désormais pointé du doigt pour l'action litigieuse à la chicane. Soulagé d'être champion du monde pour la 3e fois, il se dit heureux de terminer la saison et ajoute que la collaboration avec Ayrton n'est plus possible. Le Français quittera McLaren et s'en ira pour Ferrari. Cette saison se terminera dans un énième imbroglio en Australie. Le petit monde de la F1 est secoué par l'affaire japonaise et une pluie diluvienne s'abat sur Adélaïde. Malgré les protestations des pilotes, le patron Bernie Ecclestone finit par lancer la course. Et oui, les droits télé et l'argent, c'est plus important. Prost ne fera qu'un tour avant d'abandonner, jugeant les conditions trop dangereuses. Au 14e tour, Senna se crache et abandonne la victoire au Belge Boutsen. Les bases sont posées pour une saison 90 tout aussi explosive. Chez McLaren, c'est l'Autrichien Gerhard Berger qui a rejoint Senna. Il sera le meilleur coéquipier de la carrière du Brésilien, celui qu'il estimait le plus.
un vrai ami en dehors de la piste avec qui il ne se sera jamais battu. Il faut dire que même si Gerhard était talentueux, il n'arrivait pas à la cheville d'Ayrton. Berger ne gagnera d'ailleurs aucun Grand Prix en 90 dans une saison qui fut extrêmement serrée avec 6 pilotes et 4 écuries différents victorieux. Du côté des pole positions, Ayrton assure 10 en 16 courses, on reste dans les bases. La Ferrari de Prost s'avère être très compétitive et même si Ayrton commence fort avec 3 victoires en 5 Grands Prix, c'est Alain qui frappe un grand coup en s'imposant au Mexique, en France, puis en Angleterre. Mais à la suite d'un milieu de championnat très costaud où il réussit par moments à privilégier la raison à la furieuse envie de victoire, c'est bien Senna qui mène à l'approche de l'avant-dernière course. Et oui, vous l'avez compris, pour la 3e saison consécutive, le titre va se jouer au Japon. Comme en 88 et en 89, Senna et Prost vont se disputer une couronne sur la splendide piste de Suzuka. Rassurez-vous, cette fois, l'histoire sera plus courte, 400 mètres environ. Comme à son habitude, Senna a signé la pole, mais il rate à nouveau son départ et Prost se faufile. Ayrton ne peut pas le laisser filer et décide de prendre sa revanche. Cette année, c'est son titre, il y va. Incroyable, les deux pires ennemis s'envolent dans les graviers avec une violence inouïe. C'est terminé, Senna est champion du monde. Un an après, il vient froidement de laisser parler sa rancœur. Les deux anciens coéquipiers savent parfaitement ce qui vient de se passer et s'évitent soigneusement. Prost est calme, Senna ressemble à un tueur à gages qui vient d'effectuer sa mission. Il rentre au stand sans remords, fraîchement auréolé de son 2e titre de champion du monde. Ce geste restera comme l'un des plus controversés de l'histoire de la F1 et il est symbolique de ce qu'était Ayrton Senna, un malade de la course, un acharné, et donc parfois un inconscient aveuglé par son désir de victoire. Si Senna est glorifié, il ne faut pas oublier de parler de ses défauts. Il pouvait être un vrai méchant sur et en dehors de la piste et sortait assez régulièrement de ses gonds. Un vrai passionné, un enragé de la victoire. Il est d'ailleurs le précurseur d'une méthode de pilotage agressive qui consiste à défendre sa position à tout prix et donc parfois au détriment du règlement et de la sécurité. Il impose un dilemme au pilote qui le poursuit. Soit tu freines et je reste devant, soit tu y vas et on a de fortes chances de finir dans le mur. Un comportement qu'il justifiait par cette phrase: si tu ne vas pas dans un espace qui existe, alors tu n'es plus un pilote. Ouais, mais enfin là, Ayrton, l'espace... La saison se termine encore avec un imbroglio en Australie. Prost est fâché, et même pire, il réfléchit sur la suite de sa carrière. De ses propres mots, il ne veut pas que son fils le voie comme un méchant. Accablé par la presse et épuisé par 2 ans de sales bagarres, Alain est conscient que les accrochages avec Senna font vendre, mais ne donnent pas une belle image. Et alors qu'on fête le 500e Grand Prix de l'histoire de la F1 en organisant une photo entre champions du monde, Prost n'y participe pas. Senna ironisera en disant qu'il boude. Pour ce qui est de la course, Senna, parti en tête, semble filer vers un final en apothéose, mais se plante tout seul et laisse les honneurs à Nelson Piquet. Marqué par les coups d'éclat que seul lui pouvait offrir, les 3 années qui vont suivre vont continuer d'agrandir la légende d'Ayrton Senna. En 91, il fait toujours la paire avec son pote Berger chez McLaren, tandis que Prost a été rejoint par Jean Alesi chez Ferrari. Mais les Rouges vont connaître une saison bien difficile et c'est avec les Williams que Senna va devoir se battre. Toujours est-il qu'en début de saison, le patron, c'est toujours Ayrton, 4 Grands Prix, 4 pôles, 4 victoires. Et dans ce démarrage canon, une victoire restera. Depuis son arrivée en F1 en 1984, Senna n'a jamais gagné chez lui au Brésil. L'enfant du pays, celui qui brandit le drapeau de sa nation après chaque victoire, ne pense qu'à ça. En 91, il y signe la pole et garde la tête, mais à 25 tours de l'arrivée, la mécanique s'enraye et il perd sa 3e vitesse. Puis, il perd la seconde et la 4e alors qu'il se met à pleuvoir. Heureusement, son poursuivant Mansell abandonne et le laisse seul en tête avec 40 secondes d'avance. La situation est simple, Senna doit résister au retour de Patrese en faisant 10 tours coincés en 6e vitesse sur un circuit comptant pas mal de courbes lentes qui se négocient généralement en 3e vitesse. La pluie redouble, Senna doit serrer le volant encore plus fort et les efforts physiques sont de plus en plus durs. Patrese se rapproche à vue d'œil. Le public est en folie, Senna à bout de souffle, mais il tient. Avec 3 secondes d'avance seulement, il franchit la ligne en tête et devient enfin prophète en son pays. Un tour de plus et c'était terminé. Exténué et soulagé, il se lâche. Totalement hors de lui, presque en transe et surtout abattu par la douleur, il essaye d'attraper un drapeau. L'effort de trop. Il cale et ne pourra plus repartir, à 2 doigts de s'évanouir en pleine piste.
Image hallucinante, il est transporté jusqu'au podium dans la voiture médicale. Enfin perché sur sa première marche, il aura toutes les peines du monde à brandir le trophée. Sur le milieu de championnat, les Williams sont dans une forme fabuleuse. Mansell enchaîne même 3 victoires. Pas de quoi effrayer Ayrton qui attend patiemment son heure. 2 victoires en Hongrie et en Belgique, puis 2 secondes places en Italie et au Portugal viendront lui redonner un bel avantage dans la dernière ligne droite. Finalement, de manière assez sereine, Ayrton s'adjuge un 3e titre de champion du monde. À l'époque, seul Juan Manuel Fangio et ses 5 titres dans les années 50 font mieux. Ironie du sort, Senna gagne ce titre au Japon. Mais cette fois-ci, Prost est loin, seulement 4e, mais surtout avec 3 fois moins de points qu'Ayrton au classement. Le Brésilien s'offre même un dernier tour d'honneur et alors qu'il a mené la course de bout en bout, il laisse passer son meilleur ami Berger sur la ligne pour lui offrir sa première victoire chez McLaren. Magistral, grand seigneur et tricampeón del mundo. Ayrton Senna quoi. Mais 1991 a marqué un tournant car c'était la dernière saison d'Alain Prost. Lassé par une Ferrari à la rue et brouillé avec ses patrons, le professeur a pris sa retraite. Et on peut dire qu'il avait bien senti le vent tourner puisque Williams ne va laisser que des miettes à ses adversaires en 92. 10 victoires en 16 grands prix qui vont faire de Nigel Mansell un champion du monde incontesté et sacré 6 courses avant la fin. Le Britannique finit avec 108 points contre 56 pour son dauphin et coéquipier Patrese. Il signe également 14 pole positions, 14 sur 16 ça fait 87%, le meilleur ratio de l'histoire sur une saison. Bon là, on peut parler de domination je crois. Ayrton ne peut rien faire ou presque avec ses 3 victoires. Parmi elles, on en gardera une, celle à Monaco, où il contient Mansell derrière lui dans les derniers tours sous pression. Mais s'il ne fallait retenir qu'une seule chose de la saison d'Ayrton, c'est son geste héroïque au Grand Prix de Belgique. Devant lui, le pilote français Eric Comas fait une violente sortie de piste et un pneu heurte son casque. Inconscient, Comas reste appuyé sur l'accélérateur. À l'époque, la sécurité est beaucoup plus légère et les réservoirs d'essence placés tout proche du pilote peuvent s'enflammer rapidement. Alerté par le bruit du moteur tournant, Senna comprend directement la situation et prend une décision héroïque. Il stoppe sa McLaren en piste, la traverse alors que des pilotes roulent encore, débranche les fils de la voiture de Comas, ce qui le met à l'abri de l'incendie, puis s'occupe des premiers soins. Il a sauvé la vie du Français, ce qui ne fait qu'augmenter sa légende, son aura et son mythe. Si sur la piste, le spectacle a pu laisser à désirer pendant cette saison 92, en coulisses, il se prépare quelque chose de fou. Alain Prost veut revenir. Mais attention, uniquement s'il a la meilleure voiture, la Williams, et si son contrat stipule que son coéquipier ne puisse pas être Ayrton Senna. Cela déclenche la furie du Brésilien qui dévoile une facette de sa personnalité que nous n'avons pas encore abordée mais qui était centrale, son franc-parler, son impulsivité, sa rage, son caractère de bête. If Prost wants to be called the sole champ and 3 times world champ and come back in a sportive way, maybe win another championship, he should be sportive. The way he's doing, he's behaving like a coward. And if he wants to be sportive, he must be prepared to race anybody at any condition, at equal terms, and not the way he wants to win a championship. Everything has been laid down to him before you start. It's like if you're going a 100-meter sprint and you want to have running shoes, and everybody else should have lead shoes. That's the way he wants to race. This is no racing, and this is bad to all of us. Comme prévu, la saison 1993 ne va ressembler à aucune autre. À la suite de jeux de contrat, le champion en titre Mansell est parti laissant son volant à Prost. Chez McLaren, Berger a quitté Senna et a été remplacé par Andretti. Sur la piste, la compétition est presque faussée. Doté d'un système électronique révolutionnaire qui lui assure une stabilité quasi robotique, la Williams est à la limite de la réglementation. S'il fallait une preuve, Senna ne réalise qu'une pole contre 13 pour Prost et 2 pour son coéquipier Damon Hill. Mais le début de saison est disputé. Après 6 grands prix, les 2 meilleurs ennemis comptent chacun 3 succès. Mais Prost va ensuite aligner 4 victoires consécutives avant que Damon Hill ne remporte ses 3 premières courses. Senna ne regoutera la victoire que lors des 2 derniers grands prix, mais cela sera bien trop tard puisque Prost est champion du monde à 3 courses de la fin. Le professeur a réussi son pari et devient le premier quadruple champion du monde de Formule 1, seulement devancé par Fangio. Senna s'est battu. 5 victoires face à la machine Williams, c'est déjà une performance énorme. Toujours aussi conquérant, il s'incline à la régulière face au pilote qui lui aura donné le plus de fil à retordre. Cependant, un homme rêve de reformer le duo mythique, c'est Frank Williams. Quand il parle à Prost de l'idée d'accueillir Ayrton à ses côtés, le Français refuse catégoriquement. Il ne veut pas revivre les années McLaren. Finalement, il a déjà eu ce qu'il cherchait depuis 4 ans,
maintenant et peut partir l'esprit léger. Il prend sa retraite définitive cette fois. Lors de la dernière course de la carrière de Prost, Ayrton l'invite à partager la première marche du podium avec lui. En vérité, c'est Alain qui a soufflé à Ayrton l'idée et il a mis 2 semaines avant d'accepter, mais ce geste symbolise une réconciliation tant attendue. Leurs relations s'amélioreront rapidement. Ayrton ressentait beaucoup de tristesse à voir Alain partir. Il était celui qu'il chassait, celui qu'il voulait battre. Il avouera ressentir moins de motivation sans son duel avec Prost. Mais comment évoquer la saison 1993 sans parler du premier tour de Senna au Grand Prix d'Europe à Donington? Le départ est donné sous la pluie et Ayrton n'est que 4ème. Et oui, on peut pas être en pôle à chaque fois. Mais en plus, son départ est mauvais puisque Wendlinger le passe. 5ème au bout de 2 virages, Ayrton va alors sortir le premier tour parfait. Schumacher est d'abord avalé, puis c'est Wendlinger. Il se jette ensuite à l'intérieur sur Damon Hill. Prost ne fera pas long feu non plus. En un tour, Senna a repris 5 positions grâce à une maîtrise incroyable de la trajectoire sous la pluie et ira largement gagner la course. On aurait dit un adulte contre des enfants. Le Brésilien était un maestro sous la pluie, même si à la base il confiait détester ce temps. Là en tout cas, il a probablement signé le plus beau tour de l'histoire. À l'orée de la saison 94, Ayrton a donc pris la décision de quitter McLaren qui décline au fil des années pour signer chez Williams. Problème, le système électronique de la saison passée est jugé illicite et est donc interdit, l'écurie britannique perd un énorme avantage. Senna n'est d'ailleurs pas satisfait de sa monoplace qu'il trouve capricieuse et nerveuse. En face, le principal rival s'avère être l'écurie Benetton qui monte en puissance depuis 3 ans avec sa jeune star Michael Schumacher. Sur les 2 premiers Grands Prix de la saison, Ayrton joue de malchance. S'il signe 2 fois la pole, il doit abandonner à chaque fois sur accident. Schumacher lui prend ses 2 succès. Puis vint le Grand Prix d'Imola 1994. Un week-end noir, indescriptible. Le vendredi, lors d'une séance d'essai, le jeune Brésilien Rubens Barrichello est victime d'un accident effroyable. Inconscient, il s'en sortira heureusement qu'avec des blessures légères. Senna fut un des premiers à son chevet, lui qui, accompagné de son ami Sid Watkins, le médecin de la F1, se battait pour apporter plus de sécurité et combattait un règlement qui favorisait le risque au détriment de la raison. Mais le drame surgit à nouveau de manière plus tragique encore le lendemain lors de la séance de qualification quand l'Autrichien Roland Ratzenberger perdit son aileron avant et alla finir sa course dans le mur de la Villeneuve-Curva. Les images font froid dans le dos, le pilote Simtek est mort sur le coup. Les autorités empêchent Ayrton de s'approcher de la zone et font croire que Ratzenberger est décédé à l'hôpital et non sur la piste, évitant ainsi que la police ne ferme le circuit pendant 48 heures. Les intentions des décisionnaires sont claires, ce Grand Prix doit avoir lieu, les enjeux financiers sont trop importants. Contre l'avis des pilotes et notamment de Senna, la course va s'élancer. Ayrton part en pole pour la 3e fois en 3 courses, mais avant le départ, il est terriblement pensif. Il pose son casque devant lui, un geste qui va rester. Au départ, Pedro l'amical sur la grille et JJ Leto ne peut l'éviter. Les débris projetés dans le public feront 4 blessés, un triste signal. La course est neutralisée puis repart, menée par Senna. Le Brésilien passe sur la ligne à l'agitation du drapeau vert et fonce. Mais alors qu'il dépasse les 300 km/h, un élément de sa direction cède, il fonce droit vers le mur de la grande courbe de Tamburello. Ne pouvant plus tourner, Ayrton tente de freiner pour faire pivoter sa voiture et éviter le choc frontal. Mais tout cela va très vite et il tape le béton à 211 km/h. Les images font une nouvelle fois froid dans le dos. De longues minutes suivront, les médecins tenteront tout. Rien ne laisse présager une bonne nouvelle. Le fiasco continue quand une monoplace est invraisemblablement autorisée à prendre la piste et arrive à fond sur les lieux de l'accident. Il s'agit d'Eric Comas, qu'Ayrton a sauvé 2 ans plus tôt. Le pilote français livrera son immense peine quand il se rendit compte que son sauveur luttait pour sa vie sous ses yeux impuissants. L'atmosphère devient encore plus lourde lorsque la caméra filme l'énorme quantité de sang perdu par Ayrton. Le Brésilien est électroyé à l'hôpital de Bologne. Dans l'irrespect le plus total et contre l'avis des pilotes, le Grand Prix reprendra et un autre drame ne sera pas loin d'arriver en fin de course quand la voiture d'Alboreto renverse 4 mécaniciens au stand. Au commentaire, le fraîchement retraité Alain Prost est sans voix. La veille, lors d'une séquence télévisée où Senna fait découvrir le circuit aux téléspectateurs via un tour en caméra embarquée, son ami brésilien lui a envoyé un message inattendu juste avant d'entamer son tour. Alors toujours en direct d'Imola avec nous Alain Prost. Alain, c'est sympa ce petit message d'Ayrton à votre égard. Oui, c'est sympa, c'est assez inattendu. Bon, là on vient de se saluer, de se serrer la main, mais je crois que
Comme on l'a dit en fin d'année, à partir du moment où on n'est plus vraiment rivaux sur la piste, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas copains, sinon amis, mais peut-être même amis dans le futur, on ne sait jamais. Et le lendemain, voilà Alain Prost qui commente en direct la mort d'Ayrton Senna. Car oui, le prodige brésilien décède de ses blessures à l'hôpital de Bologne. Ayrton Senna s'est tué à Imola ce 1er mai 1994, laissant un énorme vide dans le monde de la Formule 1. Beaucoup de choses peuvent être dites sur sa mort. Senna était une idole, sa mort et surtout dans ces conditions ne peut donc pas être un simple accident. Elle a toujours été entourée de mythes et romancée. C'est vrai que le ciel semble s'en être mêlé, on est au-delà de la fatalité. Ce week-end était noir, il y a eu ces accidents terribles, la mort de Rasenberger, le casque posé sur la voiture, le regard pensif, le message adressé à Prost, une voiture qui lui semblait dangereuse. On peut faire dire ce qu'on veut aux images, mais il n'y a qu'une triste vérité. Senna est mort car dans le choc, un élément de sa suspension est venu percuter son casque entre sa visière et sa tempe. À cette vitesse et dans cette zone, l'objet tranchant ne lui a laissé aucune chance. C'est donc ainsi que se termine la carrière légendaire d'Ayrton Senna. Un pilote unique par tellement d'aspects. De son style de pilotage à sa manière de vivre au sein du paddock en passant par tous les moments de légende qu'il nous a laissés. Un homme passionné, investi, illuminé par son sport à en devenir presque divin comme le temps d'un coup de volant à Monaco en 88. Il brille également par son charisme fou. Quand il entrait dans une pièce, tout le monde l'écoutait. Il était capable de faire un débriefing complet tour par tour de chaque élément de sa mécanique. Humainement, tous sont unanimes. Son caractère de chien, de mort de faim, ne doit pas faire oublier qu'Ayrton s'est battu pour les enfants défavorisés du Brésil et n'a pas hésité à traverser la piste pour sauver un autre pilote. Sur la piste justement, il était un virtuose doublé d'un splendide metteur au point. Un triple champion du monde aussi, vainqueur à 41 reprises, ce qui représente le 5e meilleur total de l'histoire. Et le maître des pole positions, 65 au total. Il a été le recordman de 1989 à 2006. Il est le meilleur pilote de l'histoire pour certains, le sportif brésilien du XXe siècle pour la BBC, devant Pelé par exemple. Un pilote qui, 26 ans après sa mort, continue de passionner, même ceux qui ne l'ont pas connu. Un magicien, le magicien, Magic Senna.